Et voilà, bienvenue les amis, il est très tard, vous aurez sans doute cet enregistrement plus tard que d'habitude parce que je m'y suis pris comme un glandu, mais ça arrive de temps en temps, que voulez-vous. Bienvenue dans le grenier pour cette émission où nous autofoquons, l'autofocus c'est bon, et qui est réalisée sans montage, sans trucage, en direct mais en différé, sinon ce ne serait pas drôle. Allez, je vais faire mon apparition avec un sujet passionnant. Est-ce qu'il faut faire des études? Et est-ce que les études, c'est rentable? Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai mon gamin qui est en classe de 3e, que Parcoursup commence à se profiler, les études, tout ça. Et donc, entre papa et maman, on commence à parler de tout ça. Donc voilà, c'était l'occasion finalement de réfléchir à la fois en famille et évidemment vous en faire part. À quoi ça sert les études? Et si en 2021, les études ne servaient à rien? Voilà une question qu'il faut se poser, notamment sur le retour sur investissement des études. Quel type d'études? Quel coût pour les études? Quelle espérance de gain sur les études? Et faut-il considérer les études comme un investissement comme les autres? Allez, venez, on y va. On va regarder ça ensemble. Encore une fois, pas dans ce JT du grenier d'idées absolues, mais des réflexions, des remarques, des analyses pour justement alimenter les réflexions de tous et savoir si on doit se comporter avec les études aujourd'hui comme on se comportait hier. Évidemment, la réponse à mon avis, elle est non. Elle n'est pas si vite répondue en revanche que ça, et je vais partager avec vous quelques réflexions. Alors d'abord, des études, pourquoi faire? Évidemment, il y a pour moi plusieurs, si on pense un peu la notion d'études. Vous avez quoi? Vous avez plusieurs types d'études qu'il faut distinguer, et puis vous avez aussi des durées, vous avez des contenus, etc. Donc c'est un peu tout ça les études. Alors pour moi, je pense qu'il faut distinguer plusieurs types d'études, qui est le rêve d'enfant. J'ai toujours rêvé d'être astronaute, cosmonaute, donc je vais faire pilote de chasse, donc je vais faire une école d'ingénieur et je vais rentrer pilote de chasse, puis après peut-être je pourrais faire astronaute à l'agence spatiale européenne. La profession réglementée, je vais être avocat, et il faut que je fasse des études de droit et que je passe mon diplôme d'avocat et du barreau. Si je veux être médecin, il faut que je fasse la fac de médecine et que je passe mon doctorat en médecine. Donc là aussi, j'ai évidemment des études à faire et j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je ne peux pas être médecin sans avoir un diplôme de médecine. Je ne peux évidemment pas poser ma plaque de médecin parce que j'ai dit que je rêvais d'être un médecin. Donc évidemment, il faut que je fasse les études qui vont avec. Mais c'est pareil pour plein de professions. Prothésiste, kiné, notaire, huissier de justice, etc., etc. Et puis vous avez des études, ce que j'appelle gentiment et pudiquement les études maturation, alors qui ne servent pas à grand chose, sociologie, histoire de l'art, histoire-géographie, enfin bon, tout ça c'est des études, c'est super, intellectuellement c'est très chouette, il n'y a pas de problème, plein d'études économiques, sciences d'éco, machin, etc., je mets tout ça là-dedans aussi. C'est ce que j'appelle les études maturation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en réalité ultra professionnalisantes. Donc là vous pouvez rester 5 ans, même presque 10 ans si vous allez faire un doctorat en sociologie, ethnologie, anthropologie, économie. Bon, vous pouvez rester très longtemps en études, mais elles ne sont pas forcément ultra professionnalisantes et elles restent très générales et elles ne conduisent pas forcément à des métiers spécifiques, hormis l'enseignement ou ce genre de choses. Et c'est ce que généralement j'appelle les études maturation. On met les enfants ou les jeunes un peu en cave pour vieillissement et bonification. N'y voyez pas de la condescendance, hein. C'est pas du tout de la condescendance, c'est juste une réalité. Et vous avez des gamins qui ont besoin de mûrir. Vous en avez d'autres qui sont très très mûrs, très jeunes, et ils ont très vite envie d'aller travailler, ils ne sont pas forcément justement très scolaires, et on va y revenir après. Et puis vous avez évidemment des études courtes versus des études longues, et donc vous avez plein de types d'études possibles, et donc le retour sur investissement d'études courtes et professionnalisantes est très technique, c'est pas forcément le même que des études très longues et hyper techniques, que des études très longues et générales, et pas techniques, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des critères d'études qu'il faut que vous définissiez en tant que parent, en tant qu'adulte qui veuille, soit vous souhaitez vous former, soit vous êtes un jeune adulte étudiant qui se pose des questions, soit vous êtes papa, maman, tuteur, tutrice, peu importe, et vous vous demandez ce que vous allez faire des enfants. Et bien tout ça, ce sont des questions à se poser. Déjà, je conceptualise, je pense ce que c'est que la notion d'étude.
Petit aparté sur le contrôle social de Parcoursup. Alors juste, c'est très intéressant. Parcoursup, c'est avant tout un algorithme. Donc je vous ai mis quelques articles. Et ces articles-là, gardez-les en tête et regardez l'évolution de Parcoursup et vous verrez qu'au fil des années, alors Parcoursup, avant c'était APB, aujourd'hui c'est Parcoursup, demain ce sera Parcours supérieur, Parcours APB, APB Parcoursup internationalement français, bon peu importe, Parcours européen, Eurosup, ce que vous voulez. Peu importe le nom, le flacon et le nom du flacon, pourvu que nous ayons l'ivresse. Et l'ivresse, c'est quoi? C'est un algorithme qui affecte à Pierre, Paul, Jacques une formation. Et sur la base de critères qu'on rentre dans l'algorithme, évidemment. Alors bon, les critères qu'on rentre dans l'algorithme, hein, là, c'est quoi les critères? Algorithme. Bon. Or, évidemment, il faudrait un débat très démocratique sur qu'est-ce qu'on met dans l'algorithme. Alors, Parcoursup, c'est un article du Huffington Post. Parcoursup, les établissements privés mal signalés, pièges dénoncés par la FAGE, qui est une fédération étudiante ou des parents, je ne sais plus, enfin bon bref, ou de l'enseignement, je ne sais plus ce que c'est que la FAGE, vous regarderez. Mais bon, en gros, sur Parcoursup, il y a des étudiants qui prennent un BTS par exemple, et quand ils voient BTS de très bonne foi, ils pensent que ce sont des formations gratuites, et puis après ils se retrouvent dans une formation payante dont ils ne peuvent pas assumer le coût et qu'ils ne peuvent pas se payer, et donc ils sont obligés de renoncer à ce vœu-là, et que si ce vœu-là était le premier et qu'il a été exaucé par l'algorithme, ben après ils n'ont plus rien, et ils se retrouvent complètement exclus par l'algorithme. Quand Parcoursup évince les lycéens français établis à l'étranger, un article du Monde, donc si vous venez de l'étranger, eh bien Parcoursup ne veut pas de vous en fait, et donc l'algorithme vous considère comme non prioritaire, ou encore ces élèves excellents recalés sur Parcoursup, c'est un article du Figaro, dotés de très bons dossiers, des élèves de terminale n'ayant reçu que des réponses négatives s'interrogent sur les modalités de sélection, et oui, parce qu'il faut faire plus de boursiers, plus de bac pro, plus de ci, plus de ça, donc un peu plus de sel, un peu plus de poivre, et donc on privilégie certaines catégories, on en pénalise d'autres volontairement, et donc en fait vous êtes dans un outil de contrôle social, et donc l'objectif de Parcoursup n'est pas individuellement de vous donner la meilleure formation, l'objectif de Parcoursup est de faire un contrôle social de l'ensemble avec une mixité sociale de l'ensemble comme Parcoursup et le gouvernement souhaitent que ce soit fait. Donc Parcoursup, c'est une logique collective qui répond à des mobiles et des objectifs de mixité sociale, d'ascenseur social, de stabilité sociale, ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose de collectif, mais individuellement, ça peut évidemment être un drame et pas du tout quelque chose de juste individuellement. Donc encore une fois, l'intérêt collectif n'est pas forcément égal, évidemment, à l'intérêt individuel. Et c'est ça, Parcoursup, il faut en être conscient pour justement envisager les études comme il se doit et donc notamment ne pas forcément subir Parcoursup. Et il y a des formations hors Parcoursup, vous avez des choix hors Parcoursup, et puis évidemment vous pouvez prendre aussi des chemins de traverse, et puis vous pouvez faire de la formation professionnelle, vous pouvez faire de la formation continue, bien, bref, il y a quantité de manières d'acquérir du savoir-faire et des compétences, et attention, les études, ça ne veut pas dire un diplôme, ça ne veut pas dire des compétences et une formation. Voilà, ça veut dire éventuellement un savoir et des connaissances, mais à ne pas confondre avec la notion de compétence, c'est pas toujours le cas. C'est le cas des fois, et d'autres fois c'est pas le cas, on y reviendra notamment sur les études d'ingénieurs qui donnent des compétences, ça on est bien d'accord. Mais voilà, quand vous avez fait de l'anthropologie ou de la sociologie, vous n'avez pas forcément de compétences au sens premier du terme, et quand vous faites de l'économie, bon, bah, vous n'avez pas non plus forcément de compétences très concrètes dans la vie de tous les jours, et je rappelle que remplir des cases Excel, c'est pas un métier. Voilà, remplisseur de cases Excel, c'est pas un métier. Contrôle social de Parcoursup, l'État se réserve le droit de gérer les affectations, donc de choisir qui peut faire quelles études ou pas. C'est ça la réalité. Un algorithme pas très compréhensible ni très discuté, donc ça pose un problème en tant que citoyen et en termes démocratiques, eh bien c'est l'algorithme de Parcoursup devrait être discuté sur la place publique par les organisations politiques, par les partis politiques, par la représentation nationale, par les associations représentatives, enfin bon, tout ce qui architecture évidemment ce qu'on appelle les corps intermédiaires et tout ce qui architecture la démocratie française. Des critères qui peuvent être changés
Nombre de boursiers, localisation géographique, quota de bacheliers pro-techno dans certaines formations, etc. Donc on fait ce qu'on veut en fait, pour dire toi tu vas là, toi tu es autorisé, toi tu es recalé, toi tu es refusé. Donc encore une fois, ça engage la vie des gens et donc ça serait chouette quand même qu'il y ait peut-être un peu une discussion d'ordre peut-être démocratique sur le sujet, quoi, qu'on soit capable d'en parler, de savoir où on place le curseur et puis que ce soit évidemment accepté collectivement, mais pas subi. Alors, retour sur investissement, le RSI, retour sur investissement, comment penser la rentabilité des études? Alors évidemment, attention, on ne pense pas les études que forcément d'un point de vue de rentabilité, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un des éléments importants à prendre en considération, parce que vous allez voir, il y a des vraies disparités. Et en termes d'efficacité, eh bien, il y a des vrais sujets à se poser en tant que famille, en tant qu'individu. Mesurer le montant. Alors, le retour sur investissement, c'est quoi? C'est la capacité de mesurer le montant d'argent gagné ou perdu par rapport à la somme initialement dépensée dans un investissement. Et ici, l'investissement, c'est les études. Donc, on investit 100 000 euros dans un appartement, on a 600 euros de loyer tous les mois, ça fait 7 200 euros à l'année sur 100 000 euros, ça fait 7,2% de rendement. Et donc, combien d'années à 7,2%, donc combien de fois 7 200 euros me faudra-t-il percevoir pour rembourser mon investissement initial de 100 000 euros? Donc, vous prenez ce que ça vous rapporte chaque année, vous divisez par l'investissement initial et ça vous donne un nombre d'années par exemple. Et donc deux variables à connaître après pour mesurer un retour sur investissement, évidemment quand il concerne les études, c'est le coût des études, combien je vais dépenser pour les études, les 100 000 euros que j'ai dépensés dans mon appartement que je loue à 7 200 euros, évidemment, combien je vais percevoir à l'issue de ces études, donc le salaire perçu et les revenus perçus à l'issue de ces études. Donc j'ai ces deux variables pour calculer et me donner une idée, en tout cas du retour sur investissement théorique des études que j'envisage pour mes enfants. Avant de connaître le RSI, il y a la variable emploi. C'est-à-dire, je vous ai dit, regardez, combien que c'est que je vais gagner à la sortie de mes études. Alors bon, pas les miennes, je parle de celles de mon fils aîné qui est le premier qui est concerné par ce sujet-là, mais combien va-t-il gagner s'il fait la fac de droit puisqu'il veut devenir avocat? Bon, ça c'est à aujourd'hui, peut-être que demain, hier il voulait être joueur de football professionnel et peut-être que demain il voudrait être sapeur-pompier. Et laissons-les rêver et ne cassons pas les rêves évidemment de nos enfants. Donc avant de faire des études et avant d'assurer un meilleur salaire, faut-il savoir si les études vont assurer déjà d'avoir un salaire et donc un emploi. Et donc là vous avez un article vachement intéressant du Figaro qui reprenait une étude du Syntec, mais qui est une étude de la fin de l'année dernière. On est plutôt sur des chiffres de 2020. C'est paru en 2021, mais on est sur des chiffres 2020. Et donc évidemment, chiffre 2020, on a le Covid. Donc bon, c'est pas forcément, remettons-le un peu en perspective, nuançons ce chiffre, mais en tout cas, il n'est pas anodin non plus. Alors, même pour les Bac plus 5, ce n'est pas terrible, parce que vous avez presque une chance sur deux d'être au chômage malgré votre Bac plus 5. Aujourd'hui, vous avez 45% des jeunes diplômés Bac plus 5 qui sont au chômage. 45% qui ne trouvent même pas de boulot. Et pour ceux qui trouvent du boulot, les 55 autres pourcents, le salaire est plutôt en baisse. Donc c'est l'étude qui est là, c'est l'étude du Syntec. Je vous ai mis le lien ici. Vous aurez cette présentation en PDF qui sera téléchargeable demain, lundi, dans l'édito sur le site insolentiae.com. Donc n'hésitez pas et vous pourrez télécharger toute cette présentation en PDF gratuitement. Et donc vous pourrez avoir accès au lien, puis prendre le temps tranquillement de relire tout ça à tête reposée si vous le souhaitez. Et donc cette étude de Syntec Conseil, bon mais si vous tapez Syntec Conseil études jeunes diplômés à 45% pas de travail, vous retrouverez ça sur vos moteurs de recherche. Et donc là vous avez 55% des diplômés Bac plus 5 de 2020 ont trouvé un emploi. Donc on est à seulement 45
on est à seulement 55% et 45% qui n'ont pas trouvé. Vous avez des fortes disparités évidemment en fonction de là où vous vous situez. Par exemple, le top des écoles d'ingénieurs, 80% ont trouvé du travail. Donc vous voyez bien que le retour sur investissement, si vous faites Polytechnique ou les 10 meilleures écoles d'ingénieurs en France, votre retour sur investissement, il n'a rien à voir évidemment avec le fait de faire université éco-gestion. Bon, moi, c'est mes études initiales, c'est l'éco, la gestion. Sciences Po, droit, bon, là, vous avez 49% seulement des gamins et des jeunes qui ont trouvé du boulot à la sortie. Donc, vous voyez qu'entre 49% et 80%, c'est quand même pas du tout la même chose. Hein, je vous passe sociologie, ethnologie, anthropologie et tous ces cursus, psychologie, etc., pour qui il est très difficile derrière de trouver du travail. 65% ont trouvé du boulot dans le top des écoles de commerce. Or, le top des écoles de commerce, ça peut être cher, 65% pour le top, les meilleurs, les 10 meilleurs. En revanche, pour les écoles de commerce en général, c'est que seulement 49% qui trouvent du boulot. À 12 000 € l'année, les frais de scolarité en moyenne, ça fait vachement cher pour avoir une chance sur deux quand même de se retrouver à peu près sur le carreau ou pas avec un salaire terrible. Waouh! Donc, vous voyez, c'est hyper important de remettre tout ça en perspective pour être capable de prendre une bonne décision sur les études que je souhaite faire ou vers lesquelles je souhaite orienter mes enfants. Alors le coût des études, je vous ai fait un petit tableau maison, donc en partant bac+5, on est dans quelque chose de théorique, donc 5 années d'études. Donc ici du privé pur en moyenne sur les écoles de commerce par exemple, on est à peu près à 12 000 € de frais de scolarité annuels. À Paris, le budget moyen d'un étudiant c'est 800 € logement inclus, hein, donc 800 € pour se loger, pour vivre, pour sortir. Donc évidemment c'est pas des budgets très lourds, vous imaginez bien 800 € en région parisienne. Enfin c'est le budget moyen. Donc en gros ça fait 800 € de budget moyen étudiant, 9 600 € à l'année, plus 12 000 €. On arrive à 21 600 € par an pour du privé pur. Donc à la fin, pour faire votre bac+5 de privé pur, vous êtes arrivé à 108 000 €. Alors attention, vous avez des choses qui se font en apprentissage, vous avez des études qui peuvent être prises en compte, en charge, vous avez des étudiants qui peuvent être boursiers. Enfin, d'accord, il y a encore une fois plein de cas, plein d'aides possibles, plein de financements envisageables. Bon, mais en tout cas, voilà, privé pur, 108 000 €. Université, là vous avez les 800 €, les 9 600 € que ça vous coûte en tant qu'étudiant, et puis vous avez 400 € de frais d'inscription par an seulement pour l'université, donc ça fait 10 000 €. Donc sur vos 5 ans, la fac coûte 50 000 €. Donc même si vous êtes payé 100 ou 200 € de moins en termes de salaire moyen, je peux vous dire que le différentiel entre l'université et le privé pur est évidemment en faveur très grandement de l'université, puisqu'il vous faudra des années et des années avant de rembourser ces 58 000 € d'écart. Et puis vous avez le travail direct qui lui est positif, hein. Donc là on est en négatif et là c'est positif. Vous imaginez un gamin, 18 ans, il y en a un qui part directement faire des études soit à la fac soit en privé pur. Donc celui qui part à la fac va coûter 50 000 € à papa-maman, celui qui part en privé pur va coûter 108 000 € à papa-maman, et puis celui qui va directement travailler, il va rien coûter à papa-maman, mais en plus il va percevoir 72 000 € sur les 5 années qui viennent, en imaginant qu'il travaille à plein temps au SMIC. Pendant les 5 années qui viennent, c'est l'hypothèse, et donc un écart maximum, évidemment pour un gamin qui a fait du privé pur, et si ce gamin qui allait faire du privé pur pour 108 000 € allait directement travailler au SMIC, il percevrait 70 000 € au lieu de coûter 108 000 €, soit un écart de 180 000 € sur 5 ans. 180 000 € sur 5 ans. Et donc, pour avoir une idée du retour sur investissement, eh bien, maintenant qu'on a les coûts des études, il faut que l'on se penche sur le gain moyen et les salaires en fonction des diplômes, diplôme supérieur long, diplôme supérieur court. Excusez-moi, je vais éternuer, ça va pas être agréable. Pardon. Dans le micro, c'est les aléas du direct et de l'absence de montage, même pour les éternuements. Donc, diplôme supérieur moyen, 2300 € pour les études supérieures longues, 1900 € de salaire moyen pour les études supérieures courtes, très courtes et techniques, 1500 € CAP, BEP, et aucun diplôme beuvre des collèges, 1360. Ici, on est salaire mensuel net médian
tout temps de travail confondu. Donc là, on n'est pas sur du plein temps, ce sont des chiffres INSEE source 2016. Donc il y avait les deux tableaux, mais je voulais vous montrer justement que moi je préfère prendre a priori les salaires les plus élevés, qui sont ceux qui correspondent au salaire à temps complet, puisqu'on partons sur le principe qu'on travaille à temps complet, donc sur un contrat de 35 heures par semaine évidemment, et que l'on travaille à plein temps. Comparons ce qui est comparable, et donc je préfère comparer un smicard à temps plein à quelqu'un qui a fait des études longues et qui est évidemment payé à temps plein. Donc en moyenne, donc vous voyez on a les disparités, hommes, femmes, etc. Mais il faut regarder l'ensemble. Donc 2400 euros sortis depuis 11 ans ou plus de formation initiale. Sortis depuis 11 ans ou plus de formation initiale, hein, d'accord ? Donc je peux vous dire, waouh, 11 ans. Hein, donc le côté, oui mais mon salaire il progresse vachement dans la carrière, ça en prend un coup sur la casquette. Donc on est en moyenne à 2400 pour les études supérieures, 2000 euros pour le diplômé du supérieur court, donc on va dire un BTS, un bac plus 2, un bac plus 3, versus bac plus 5 ou doctorat, un bachelier 1006, un CAP BEP 1006 et aucun diplôme, ou le brevet des collèges 1500 euros par mois. Donc ici, nous avons entre la moyenne la plus haute du diplôme du supérieur long, 2400, et aucun diplôme, le salaire le plus bas moyen, 1500 versus 2400, nous avons 900 euros d'écart en réalité entre celui qui va faire au moins 5 ans d'études, en moyenne, on est sur des moyennes, et celui qui ne fait rien. Et bien 900 euros d'écart, c'est à la fois beaucoup, je ne suis pas dans le bon sens, si je suis dans le bon sens... Oui, voilà, c'est ça. Donc, je vous reprenais le tableau ici de combien ça coûtait les études, alors que maintenant, vous avez bien ces chiffres-là en tête. Donc, on a bien un écart de 900 euros. Et donc, si on fait un calcul basique, les 180 000 euros d'écart divisé par 900 euros, il faudra 200 mois, soit plus de 16 ans, pour pouvoir amortir le coût des études privées pures. Donc évidemment, ça va être 2 fois moins et plutôt 8 ans pour quelqu'un qui aura fait l'université. D'accord ? Mais enfin, on compte ça en années entières avant d'amortir éventuellement cet écart. Mais attention, là, je vous prends ça à périmètre constant. Vous avez le droit d'avoir aucun diplôme, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de vous former sur le tas, vous avez le droit de faire de la formation continue, vous avez le droit de faire de la validation des acquis et de l'expérience, la fameuse VAE, vous avez le droit de faire plein de choses, vous avez le droit de progresser, vous avez le droit de vous investir, vous avez le droit de réussir, et donc évidemment, notamment je pense aux enfants qui n'ont pas forcément un esprit extrêmement scolaire, ils peuvent se réaliser bien plus sur le terrain et dans des métiers concrets que dans des métiers purement théoriques où ils peuvent être amenés à souffrir, et donc il faut pas nier cette dimension-là, ça dépend aussi des enfants que nous avons. Vous avez des enfants qui peuvent être intellectuels, d'autres qui sont beaucoup plus manuels, d'autres qui préfèrent jouer, s'amuser, enfin bon voilà, toute la palette d'enfants, il n'y a rien de mieux ni moins bien, mais il n'y a aucune, quand vous voyez ces chiffres, objectivement, il n'y a aucune utilité financière aux études. C'est-à-dire que les études, c'est objectivement pas rentable, sauf quand on est dans le top, dans le top des écoles, notamment d'ingénieurs, où on apprend une vraie technicité, mais c'est pas extrêmement rentable dans beaucoup d'études, moins bien cotées, ou relativement peu cotées, ou relativement peu techniques, et même si vous avez un bac plus 5, en fait, bac plus 5, ça veut rien dire, soit vous avez une technicité forte, d'ingénierie, par exemple, et là, ça a du sens financièrement parlant. Après, je ne parle pas de l'aspect intellectuel et de l'aspect passion, évidemment, de l'aspect intérêt. Si votre passion, c'est l'histoire et que vous voulez être prof d'histoire, vous savez très bien que vous allez passer votre bac plus 5 en histoire-géographie, vous allez devenir prof d'histoire, vous allez passer votre CAPES, peut-être votre agrégation, que sais-je. Il n'empêche que vous savez que vous ne ferez jamais fortune en tant que prof d'histoire, mais vous choisissez une passion. Donc ça, attention, je ne suis pas là pour juger la passion des gens. Vous avez aussi la possibilité, quand vous n'avez pas fait d'études, d'utiliser des stratégies différenciées et malines. Dans un cas, quand vous faites des études, globalement, c'est pour être sur les rails du salariat.
Or, la société évolue évidemment plutôt vers le précariat et l'absence de salariat et du tout salariat vers le tout auto-entrepreneuriat avec le télétravail. Le statut, le contrat de travail qui convient avec le télétravail, c'est pas le salariat, c'est plutôt l'auto-entrepreneuriat et le paiement du travail à la tâche. On peut le déplorer, on peut en débattre, mais c'est plutôt la tendance lourde à laquelle nous assistons. Et donc regardez, par exemple, la moyenne des commerçants, souvenez-vous des salaires que je vous ai donnés là, hein. On part de 1 500 € pour celui qui n'a pas fait d'études, 2 400 € sorti depuis 11 ans, on est à 2 700 €, d'accord, 11 ans après la formation initiale, en tant que supérieur, 2 730 €. La moyenne des commerçants, c'est 39 000 €, soit 3 250 € par mois. La moyenne des commerçants, c'est plus que la moyenne, 11 ans après être sortis des écoles, de ceux qui ont fait des études supérieures longues. La moyenne des charcutiers, charcutier. Être charcutier, c'est 51 000 €, soit 4 250 € par mois. 4 250 € par mois pour un charcutier. Il ne s'emmerde pas trop avec les cellules Excel et les formules de tableur. Peut faire un beau métier, il peut faire quelque chose de très utile, effectivement de manuel. Il est son propre patron, il a sa propre boutique, il n'a pas de manager pour le faire suer et il gagne 4 250 €. C'est quand même vachement mieux que les 2 700 € des bacs plus 5. Et puis alors l'artisan plombier, pour vous donner un autre exemple, avec ses 60 000 € et ses 5 000 € par mois, il est très au-dessus, il est presque au double de ceux qui ont fait des bacs plus 5. Donc conclusion, il y a très clairement une prime aux études courtes, aux études longues mais techniques, et dans tous les cas au métier manuel. Donc le retour sur investissement est structurellement négatif pour les études longues, et là il faut préciser pour les études longues généralistes. D'accord ? Donc je mets dans généraliste tout ce qui ne donne pas une compétence extrêmement précise et puis qui évidemment est valorisable par le marché du travail. On peut le déplorer, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal, je suis en train de dire c'est comme ça. Et c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés au moment où je fais cette vidéo. Cette réalité, ce n'était pas la même il y a 40 ans et ce ne sera pas la même évidemment dans 40 ans parce que tout ça, ça bouge, le monde évolue, le monde change et donc les besoins du marché du travail ou le fonctionnement du marché du travail, c'est évidemment pas le même aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Or, les parents raisonnent souvent comme ils ont raisonné pour eux-mêmes, mais il y a 30 ans. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on est 30 ans plus tard, et aujourd'hui, objectivement, je ne suis pas persuadé, je suis même assez convaincu de l'inverse, c'est que les études généralistes longues n'ont pas d'intérêt, en tout cas financièrement, elles n'ont pas de retour sur investissement. Résumons. Tiens, d'ailleurs, c'était ce que je disais. Les études longues ne sont plus une garantie pour avoir du boulot, déjà. Hein. Encore une fois, on fait la distinction, celui qui sort d'HEC, celui qui sort de Centrale, celui qui sort de Polytechnique. Bon, évidemment, il a des compétences techniques telles que lui, généralement, il trouve du boulot, il a un meilleur salaire, ok. Donc on a 20 super écoles, 10 d'ingénieurs, 10 de commerce. Si vous pouvez rentrer là-dedans, super, vous avez du retour sur investissement. Mais pour le reste, le taux de chômage est très important. Les salaires des études longues, hors études spécifiques, sont assez moyens et peuvent être largement atteints et dépassés par d'autres moyens. Charcutier, plombier, moyenne des commerçants, souvenez-vous de ces chiffres-là. Bon, très clairement, on peut réussir sans faire d'études, on peut réussir brillamment, en tout cas financièrement, ne pas avoir de problème pour faire sa popote et faire bouillir la marmite pour peu qu'on soit très travailleur et très engagé dans son boulot. Les 100 000 € dépensés dans des études peuvent être investis autrement et donc notamment par exemple dans l'achat d'un fonds de commerce, dans un rachat d'entreprise. 100 000 €, c'est beaucoup d'argent, c'est ce que vous allez vous apprêter à dépenser en tant que parent dans un certain nombre de cas. Vous imaginez en plus si vous avez 2-3 enfants, ça veut dire qu'il faut beaucoup d'argent, voire et recours à des crédits qui vont être très longs. Eh bien, ça peut être plus intelligent, plus pertinent, plus performant en termes de retour sur investissement, eh bien, de l'envoyer après son bac faire
boucher charcutier, racheter une belle boutique de traiteur, mettre 100 000 € d'apport pour le beau traiteur du coin, et là vous verrez le retour sur investissement sera certainement bien plus important. Alors évidemment, il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, et c'est pas le seul objectif, encore une fois. Moi j'ai ma gamine qui me dit je veux être maîtresse. Bon, voilà, je sais qu'elle ne fera pas fortune en étant maîtresse, mais si son rêve c'est d'être maîtresse, qu'elle soit maîtresse, qu'elle soit professeure des écoles. C'est un très beau métier, c'est une vocation, c'est un engagement. Bravo, parfait. Et vive les métiers de passion. Voilà, pareil pour nos concitoyens sapeurs-pompiers. Dieu sait qu'ils sont importants et qu'ils ont de la considération dans la population parce qu'évidemment, ils sont au service des autres. Et vous avez plein de professions comme ça, infirmières par exemple, c'est la même chose. Ce sont des gens qui s'engagent, dont la société a évidemment un immense besoin. Vous avez un statut social qui est réel. Vous n'avez pas forcément la reconnaissance financière avec ces métiers-là, mais c'est pas grave, ce sont des métiers passion. Vous vivez de votre passion. Remplir un tableur Excel n'est pas un savoir-faire ni une compétence. Voilà, j'ai beau avoir rempli un tableur Excel là, c'est pas une compétence, et dire je sais me servir d'Excel, ça ne vaut plus rien aujourd'hui sur le marché de l'emploi. C'est pas du tout une compétence discriminante. Le marché du travail change, il s'automatise, mais n'oublions pas l'essentiel qui est l'équation de l'employabilité. Emploi égal ND plus NI plus NR, et l'essentiel ne change pas et il tient là-dedans, c'est quoi? C'est que votre boulot, s'il est non délocalisable, non informatisable et non robotisable, eh bien vous avez un métier qui tient la route. Voilà. Donc passez au tamis le fait que votre boulot, dans la durée, il soit non délocalisable, non informatisable et non robotisable. Charcutier, voilà, c'est ici, c'est maintenant, et si vous vous débrouillez bien, vous avez une offre qui est non délocalisable parce que vous allez acheter votre bon repas ici, non informatisable parce que vous pouvez toujours mettre une clé USB USB Wine, là je sais pas si vous aviez vu ça, c'était très drôle, vous tapez USB Wine, clé USB, vous mettez la clé USB, vous ouvrez le robinet, vous avez le vin vous téléchargez le vin et puis vous remplissez votre verre. Ça marche pas encore. Et puis non robotisable, parce qu'à un moment donné, il y a une intervention humaine, il y a quelqu'un qui cuisine. Alors on pourra automatiser des choses, on a des usines agroalimentaires, mais enfin on a aussi beaucoup de traiteurs et beaucoup d'offres culinaires qui passent par la restauration, etc. Les restaurateurs, c'est 59 000 € ou 51 000 € en moyenne de revenus également. Je crois qu'on est à peu près sur la base des charcutiers, voire même peut-être un peu plus. Donc pareil, ce sont des revenus qui peuvent être très conséquents, sauf quand c'est cauchemar en cuisine. Résumons. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le dossier que vous pouvez télécharger dans vos espaces lecteurs, la méthode infaillible que l'on vous cache pour trouver un travail ou en changer. Vous avez des dizaines de pages consacrées à l'employabilité, à comment on cherche du boulot, comment on en trouve, comment on en change, comment on se forme, bref, plein de choses utiles. Donc n'oubliez pas l'équation de l'employabilité. N'oubliez pas qu'un diplôme n'est pas un gage d'intelligence, d'accord? C'est pas parce que vous êtes diplômé que vous êtes intelligent. Le monde est rempli de transgresseurs et de gens brillants qui sont évidemment des autodidactes. Les études ne font pas la valeur des gens. Loin de là, et vous avez plein de gens qui font des études brillantes et qui valent pas un clou. Juste pour reprendre l'exemple de Polytechnique, et n'imaginez pas que ce soit une critique à l'égard de nos polytechniciens, c'est juste la plus grande des écoles, vous avez des milliers de polytechniciens et que même pas quelques dizaines de polytechniciens PDG d'entreprises du CAC 40, ils sont loin d'être tous polytechniciens. Donc vous avez énormément de polytechniciens qui n'ont pas des carrières remarquables, quand bien même vous avez beaucoup dans ceux qui ont des carrières remarquables de salariés. Je rappelle qu'un PDG du CAC 40 est un salarié comme les autres, quand bien même il est très 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 grassement payé avec plein de stock options, mais il reste un salarié, c'est pas un entrepreneur, un PDG du CAC 40, donc quand bien même il est très très bien payé. Voilà, vous en avez que quelques-uns qui réussissent à percer, mais finalement vous avez beaucoup, et l'écrasante majorité des polytechniciens qui, sans avoir des carrières médiocres, ont des carrières qui ne sont pas du tout à la hauteur de l'intelligence théorique
et scolaire de tous les jeunes qui sont rentrés à Polytechnique, à Centrale, etc. Donc encore une fois, un diplôme, c'est pas un gage d'intelligence et de réussite, c'est un gage de garantie de connaissances et de compétences, et ça c'est évident que quand vous sortez de Polytechnique, il y a un certain nombre de choses que vous savez faire et que vous savez très bien faire, notamment en sciences, en calcul, en technique, en ingénierie. Pareil quand vous sortez de Centrale, donc vous avez évidemment acquis, et c'est une garantie de connaissances et de compétences, mais ni d'intelligence, ni de caractère, ni d'aptitude à encadrer, à diriger. Et ça dépend du caractère des gens. Hein. Alors après, la formation dans ces écoles est excellente, et donc évidemment, la formation aide des gens qui peuvent avoir quelques failles de caractère, et bien à combler ces failles bien plus que dans bien d'autres formations. Et c'est ce qui fait que ces formations sont extrêmement reconnues et extrêmement performantes. Évidemment, la scolarité dont vous bénéficiez à Centrale, à Polytechnique, elle est sans commune mesure avec ce que vous ne pourrez jamais avoir en fac. La qualité des intervenants, des conférences auxquelles vous participez, etc., etc. Donc évidemment, vous avez de l'information, vous avez de la formation, vous avez du comportement, vous avez du leadership, vous avez énormément de choses que vous serez obligé d'aller chercher par vous-même si vous faites d'autres parcours, alors que là, on va vous le donner. Donc c'est un effet accélérateur de compétences, évidemment. Le diplôme n'est jamais une garantie de bonheur. Pensez à la notion de perte irrémédiable. Alors quand on a fait avocat, qu'on a fait son doctorat, qu'on a fait 9 ans d'études, qu'on a exercé, puis que tout d'un coup, à 40 ans, on en a marre et on se dit non, vraiment, je supporte plus ce métier, c'est la perte irrémédiable. On va devoir s'asseoir littéralement sur tout ce que nous avons pu faire, le temps que nous avons pu consacrer, l'argent que nous avons pu investir. C'est la même chose, imaginez, pour un médecin qui réussit à avoir son diplôme, son doctorat en médecine, qui fait sa spécialisation, il arrive à l'âge de 35 ans, peut enfin poser sa plaque professeur machin ou machin, et là non mais en fait ça m'intéresse pas, en fait moi ce que je voulais faire c'était du maraîchage bio en Normandie, voilà, ça pousse bien, ou en Haute-Loire pour être tranquille du côté du Puy-en-Velay. Sourire et petit clin d'œil à tous nos amis du Puy-en-Velay qui se reconnaîtront. Il y a de nombreuses façons de réussir dans la vie, avec évidemment ou sans diplôme. Donc le diplôme n'est pas du tout, encore une fois, une garantie de réussite dans la vie, et vous pouvez vraiment, même aujourd'hui, et peut-être même encore plus aujourd'hui qu'hier, réussir sans diplôme. Travail, engagement, rigueur, sérieux, mais surtout passion valent bien plus qu'un diplôme, et un diplômé dépressif et non passionné, je vous assure, n'aura pas une grande carrière versus un non-diplômé passionné qui va valider des acquis, se faire de l'expérience, avoir une vision, travailler, créer, devenir entrepreneur. Bref, vous avez quantité de possibilités, donc surtout, voilà, pas d'inquiétude. Les études vont certainement considérablement changer dans l'esprit des gens. Si les gens actuellement, et c'est notamment le cas avec la pandémie, ont une vision qui change radicalement le travail, sachez également que ce changement va toucher l'appréciation que les jeunes peuvent avoir des études. Et ça va totalement changer par rapport à notre génération qui aujourd'hui est parent, donc je veux dire, j'ai entre 40 et 50 ans qui sont parents aujourd'hui. On a une conception des études qui est extrêmement ancienne et qui date du siècle dernier, les amis. Les jeunes d'aujourd'hui, les études, en fait, ils vont s'en foutre beaucoup plus que nous. Et vous savez quoi ? Ils n'ont pas forcément tort par rapport à la réalité du monde actuel et du monde qui vient. Le problème sera la passion, la compétence et la vraie compétence technique et l'utilité sociale. Et si vous avez une fuite aujourd'hui sur votre chauffe-eau, votre fuite elle est ici, maintenant, elle n'est pas en Chine, elle n'est pas délocalisable et vous avez besoin d'un plombier aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que le cours du plombier est bien plus élevé que le cours du petit cadre remplisseur de tableurs Excel et de cellules Excel qui peut être délocalisé en Inde, en Chine et dans n'importe quel pays francophone quand en plus ça nécessite de parler français pour pouvoir remplir des cases sous Excel. Voilà ce que je voulais vous dire les amis.
Un petit pouce et un gros doigt bleu si ça vous a plu, vous partagez, vous pouvez vous abonner évidemment à la chaîne YouTube, faites-le, activez la petite cloche là pour avoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information sur le site internet insolentiae.com et /boutique pour ceux qui veulent s'abonner à la lettre stratégie. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter @insolentiae. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Prenez bien soin de vous. Salut, à bientôt. Merci les amis.